What is up, family? We have another Patreon request. We have comment David Guetta a changé la musique pour toujours. Oh, c'était la première fois pour moi que je l'ai vu avec McFly. Uh-huh. McFly and Carlito. Okay, anyway, let's go. Au XXIe siècle, Now I'm actually going to learn about David. il y a très peu de musiciens qui sont partis d'ici et qui ont changé le cours de l'histoire de la musique. En y réfléchissant bien, on peut penser à Daft Punk, Draft Punk. Mais c'est pas d'eux dont on va te parler aujourd'hui, même s'ils ont une belle place dans cette histoire. Une histoire folle, celle d'un rêveur que rien ne destinait à devenir musicien et encore moins DJ. Parti de sa chambre d'ado, il a grimpé les échelons un par un jusqu'à régner en maître sur le monde de la nuit parisienne. Le tout avant de conquérir l'industrie musicale dans le monde entier en définissant le son de toute une génération. mais ça n'a pas toujours été rose. Il a dû bousculer les codes et changer les mœurs pour se faire accepter. Si aujourd'hui en France être DJ c'est stylé, c'est en grande partie grâce à lui. Sans plus attendre, on plonge ensemble dans l'histoire incroyable du plus grand artiste français du XXIe siècle. Wow, he's that big, huh? Il est énorme. Je savais pas. L'aventure commence le 7 novembre 1967. Pierre Oh, wow. David Guetta naît à Paris dans une bonne famille. Ses parents n'ont rien à voir avec le monde de la nuit. C'est tout le contraire. Son père, Pierre Guetta, est un sociologue d'origine marocaine. Il travaille au Centre national de la recherche scientifique avec des chercheurs qui étudient la société française et ses évolutions. Il est aussi très engagé politiquement, notamment contre le colonialisme et milite pour l'indépendance de l'Algérie. Sa mère, Monique Guetta, est également très engagée. Elle crée des comités antifascistes, étudie la philosophie, puis la psychologie pour devenir psychanalyste à Paris. En résumé, David Guetta grandit dans une famille cultivée, impliquée dans la politique. Absolument rien ne laisse alors présager que leur fils aîné deviendra une légende du clubbing. À part peut-être un petit signe du destin. Sa mère raconte que lorsqu'il était bébé, il prenait le casque audio et faisait tourner le disque qui était resté posé sur la platine. Ses parents se séparent quand il a 3 ans. Il est principalement élevé par sa mère sans trop de pression, il est très libre et elle le laisse faire un peu ce qu'il veut. Donc dans son temps libre, il découvre la radio. Mais pas la radio basique chiante, non, la radio pirate. Il est tout de suite fasciné par les sons qui tournent. Il n'avait jamais entendu ça avant et pour couronner le tout, les transitions réalisées par les DJ lui retournent le cerveau. Comment est-ce qu'ils font ça? Il doit comprendre et pouvoir le refaire. J'essayais de comprendre comment ils faisaient pour enchaîner les disques. J'ai été attiré par le DJing parce que j'entendais des DJ sur des radios pirates qui mixaient de la funk. J'avais une platine, une table de mixage, et j'avais pas assez d'argent pour avoir 2 platines. Donc, j'écoutais la radio, j'essayais en tout cas de mixer entre ce qui était à la radio et ma platine. D'ailleurs, c'est sur ces radios, à la fin des années 70, qu'il entend pour la première fois du funk. Les premiers albums de Michael Jackson, Classic. de Prince, c'est un nouveau monde fantastique Total qui classic. s'ouvre à lui. Quand il a 10 ans, son père passe une annonce dans le journal pour dire qu'il a une petite cave dans son appart et qu'il cherche des groupes de musique amateurs afin qu'ils puissent répéter à l'intérieur. Dans cette cave, il faut savoir un truc complètement extraordinaire. Il y avait 2 groupes qui répétaient dans cette cave. L'un était Taxi Girl et l'autre Téléphone. Un jour j'irai à New York avec toi. Je rêvais d'un autre monde. En admiration devant ces rockers, David se met à les imiter. Il se met à fumer pour être comme eux du haut de ses 12 ans. Dépassé par le comportement de son fils, sa mère l'envoie chez son père où il a désormais cette cave pour s'entraîner aux platines. Il complète sa panoplie de DJ en s'achetant une seconde platine, une table de mixage et envoie du lourd dans sa chambre d'ado. Dans les années 80, YouTube ça n'existe pas. Il doit apprendre tout seul, faire des erreurs et en tirer lui-même des leçons. Plus il mixe, plus il en est sûr. Il rêve d'en vivre. Mais encore une fois, c'est les années 80. Dis-toi que quand son prof de maths convoque ses parents pour leur demander ce qu'il veut faire plus tard, il répond DJ professionnel. Le prof et ses parents sont consternés. Comment ça tu veux être DJ? C'est pas un vrai métier. Moi, quand j'ai commencé, les DJ, c'était rien. C'est-à-dire que c'était un meilleur emploi d'être barman que d'être DJ. Au-delà de vouloir être DJ professionnel, ce qu'il veut, c'est faire bouger les choses au niveau du métier de DJ. In the 80s, we had tons of DJs that were getting very, very well known on the radio. There would actually be a radio station
I would listen to I think once or twice, or maybe it was every night. But it was only from like, it was late too. I had to stay up late. It was from like 10 p.m. to maybe like midnight. And then after that, it went away. And it was one guy who would mix all kinds of rap and dance, and he would mix it together, and we would lose our minds. And we were sitting there with our cassette player, pushing record, just recording all of his shit on the radio. And then we would walk around with our boom boxes down the street with the cassette in there playing what my man mixed. And it was great. Those were the days, man. Those were the days. Can you believe it? I know you kids are like, what? Yeah, that's what we did. So trust me, DJs were very well known, or they were growing like crazy in the 80s. Cette époque, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Le DJ est le métier à la mode. Avant, les DJ, c'était les ratés de la société. Ils passaient juste les disques, les uns après les autres. C'est l'opposé d'aujourd'hui où ils sont starifiés. Il garde ça dans un coin de sa tête et il y reviendra plus tard. En attendant, c'est pas en club qu'il mixe, c'est dans sa cave pour ses potes. Je faisais des mariages, des bar mitzvahs, et je jouais aussi dans ma cave. Je donnais des photocopies dans mon lycée, et c'était 10 francs l'entrée. Incroyable. Et j'avais déjà quand même la bosse du commerce. Durant les mariages, là où les mariés et les invités attendaient les classiques français des années 80, il glisse ses morceaux du moment entre du James Brown, du Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire ou encore Marvin Gaye. Sauf que quand il joue ça, ça le regarde mal. Donc il est obligé de jouer ce que les invités attendent et redevenir un DJ basique, quoi. Ouais. I believe it. I believe it. Le 20 novembre 1982 est un jour d'espoir pour David. Michael Jackson sort Thriller et bouscule toute l'industrie musicale. Le disque qui est aujourd'hui le plus vendu de tous les temps place la... Et maintenant, parce que ce film, Michael, just came out, you know he's number one again on the radio? And he's been dead how many years? And he's number one. His Thriller's like number one again. C'est fou. La pop sur le toit du monde et avec lui, le nouveau roi du genre, Michael Jackson. Il ouvre les portes du mainstream aux Afro-Américains, qui n'étaient pas pris au sérieux et dénigrés par une partie de la population blanche. Désormais, la funk, la pop, la disco, c'est tendance. Et ça, pour David, tu l'auras deviné, c'est magique. Ça veut dire qu'il peut enfin mixer ce qu'il aime. Il complète son équipement en se procurant... Bro, you need to stop that Thriller music in the background. You're going on too long. It's going too long. This is YouTube. YouTube. God forbid you have music playing in the background for more than 5 seconds. Be careful. You know what's going to happen. If you guys are right now going, what's he talking about? I don't hear no music in the background. It's because it was removed. Durant une boîte à rythme et un sampler. Il s'entraîne sur les classiques de Michael Jackson. C'est un vrai bosseur et surtout un gros passionné. Moi, j'étais plutôt ce qu'on appelle aux États-Unis les DJ de bedroom, c'est-à-dire qui commencent par la passion de la musique, de la technique, pour le plaisir, en dehors du business. Après s'être bien entraîné dans sa cave, il est enfin prêt à se jeter dans le grand bain. Et pour ça, il peut compter sur un petit coup du destin. David a 17 ans et il étudie ici, au lycée Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement de Paris. C'est un établissement multiculturel et son meilleur pote travaille au hammam de la Grande Mosquée de Paris. Du coup, lui et ses potes en profitent et y vont tous les dimanches. Là-bas, il rencontre un masseur qui a une double vie. Si le jour, il est masseur, la nuit, il se transforme en physionomiste au Broad, un club gay du centre de Paris. Son meilleur pote lui fait une magnifique passe décisive en demandant au physiomasseur « David, il est vraiment très doué, hein. Tu veux pas essayer de lui trouver une place juste pour qu'il fasse un essai ?» À 17 ans, encore au lycée et grâce à la Grande Mosquée de Paris, David mixe dans son premier club en tant que DJ remplaçant. Paris-Nanterre. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Si la nuit, David est en club, le jour, il continue ses études ici en administration économique et sociale. Ça a beau être très intéressant, il est aux abonnés absents. Le jour, c'est parfois la fac, mais la nuit, c'est toujours le Broad. David est bon. De DJ remplaçant, il passe à DJ résident. Il peut enfin commencer à rêver. Il va peut-être vivre du DJing. Mais tu te souviens de son état d'esprit. Il veut pas seulement être DJ, il veut faire reconnaître ce métier qui le passionne tant. C'est à Londres que tout bascule. Je jouais dans la salle principale et
je jouais dans la cave. Personne ne me voyait, j'avais juste une petite grille devant moi et je voyais les pieds des gens. Et je vais à Londres avec toutes mes économies et là, je vais dans un club qui s'appelait Shoom et je vois un DJ sur scène avec le projecteur sur lui et les gens qui dansent en regardant le DJ. J'ai dit, ok, c'est ça que je vais faire. Dès son retour en France, il veut mettre un point d'honneur à sortir le DJ de son placard et de le placer au centre de la soirée, visible et important. Dans les années 80, c'est lui qui va participer à l'essor de la reconnaissance du DJ en France. Si aujourd'hui le 3 rue de la Ferronnerie n'est plus qu'un local vide à Châtelet, dans les années 80, le Broad n'est pas un club comme il en existe d'autres dans la capitale. C'est la boîte gay la plus populaire des années 80. Et ce hasard qu'il fait mixer dans une boîte gay, ça s'est révélé être un énorme avantage pour lui pour la suite. C'était un milieu qui était hyper créatif, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la musique. Il y avait tous les créateurs de mode qui sortaient, les gens du cinéma, les acteurs. Il y avait un mélange, en fait, qui n'existait pas dans les autres clubs. Et je joue dans ce club, et à l'époque, je joue du funk et du disco. Comme c'est un club gay, ils me disent, bon, ici, il faut que tu joues aussi de la new wave. Moi, tout de suite, j'étais toujours tourné vers ce qui se passait aux États-Unis. Je me dis, alors, quelle est la musique qui est jouée dans les clubs gays aux États-Unis ? I know that song. Par définition, I wasn't in no bar, but I know that song. It was on the radio. la house, c'est un rythme minimal avec une ligne de basse proche du funk auquel s'ajoutent souvent des voix, samplées ou non. By the way, je sais pas, dans la France, do you guys have clubs still? I'm sure everybody's got underground gay clubs, but I mean, real, like normal dance clubs where you go and you go to meet, well, I mean, back in my day, that's where you met possibly your wife. Like you would meet girls, girls would meet guys. They would have ladies' night out, which means the ladies go and they don't have to pay for drinks, because we all know a club without ladies is not a club, right? There's no reason for the guys to come out. They're not there to hook up with guys. They're there to hook up with girls. So over here in the 80s, the 90s, even the 2000s, we had clubs everywhere. That's all we did every Friday night. Moi et les potes, qu'est-ce qu'on fait ce soir? We're going to the club. Which one? 4 of them. Because we only stayed in the club like 30 minutes. Yeah, we were stupid. We would pay, because you have to pay to get in the club. Then you buy a couple drinks, and then you leave. We would just leave. It was like, if it wasn't to our liking, that was it. You get out, leave, go to the next club. And you always met people, even if it wasn't a girlfriend, it was a friend. You would meet her friends, their friends. People would get together. It was great. Today, there's no more fucking clubs. Where are the clubs? They're all gone. C'est la même dans la France? Where are the clubs? It just died. C'est fini. This new generation Z or whatever the hell generation they don't give a shit about clubs, I don't think. Even bars, it's very rare that I even hear my daughter say, hey, going to a bar tonight with my friends. What? You going to a bar? Like, you don't hear nobody saying that. Like, because you know why? Because cette merde-là took over. You just talk to people through Instagram, through this, through that, through a dating app. And then there's no more clubs. There's no more meeting people face to face. C'est triste. C'est fini. I'm just asking. Dans la France, c'est la même chose? Or do you still have dance clubs? You can go out every Friday if you want and just have fun, drink, dance, meet people. Or c'est fini aussi dans la France? Ici, c'est mort. Anyway, I just wanted to know. I was curious. Il vient tout droit de Chicago et il l'a entendu en club pour la première fois lors de son voyage à Londres dans le fameux club où le DJ était la star. Quand il découvre ce style, il en tombe amoureux et dépense tout son argent dans les disquaires de la capitale anglaise pour revenir en France plein de musique. De retour au Broad, il veut jouer de la house. Mais les gérants, ils sont un peu frileux. Du coup, il négocie. Il a sa propre soirée, sa propre programmation, joue le style qu'il veut et en contrepartie, il ne touche pas son cachet. Moi, je voulais passer de la house et les patrons de boîte de nuit me laissaient pas passer de la house. J'ai commencé à être organisateur de soirée. Je me suis booké moi-même, en fait, pour pouvoir jouer la musique que je voulais. J'ai commencé à jouer de la house en 88. Ça n'existait pas. J'allais dans toutes les boîtes. Je donnais des flyers en expliquant ce que c'est. Il y a une nouvelle musique. Il faut que vous découvriez ce que c'est.
ça va vous retourner le cerveau, c'est la révolution, ça va changer le monde. Et vraiment, j'y croyais, mais j'avais raison en plus. Il s'est vraiment battu pour faire émerger ce style de musique. Ce gros pari lui permet de créer ses propres soirées de façon hebdomadaire, Yeah, nommées house was Acid, où la house règne en maître. Et House ce coup music. de poker se révèle gagnant. Ouais. Les soirées Acid font rayonner le jeune DJ et les Tu vois? clubbers Tu vois? adorent la house. That's called fun. You go out and you meet people. Pour l'anecdote, Florent Pagny était barman au Broad. Mais c'est pas lui qui va aider David dans sa carrière. C'est le caissier. Il n'y a pas de blague. Le caissier du Broad s'appelle Kien. Kien, c'est un homme de l'ombre, littéralement. Il apparaît toujours masqué et a fondé une société spécialisée dans l'organisation d'événements. Les deux s'entendent super bien et quand il voit le talent de David, il lui propose de s'associer pour aller encore plus loin. Kien There you fait go. la promo et David fait le boulot au platine. La paire fonctionne. Et elle fonctionne tellement bien que le Broad devient trop petit pour les performances de David. Et quand on atteint le plafond, on cherche un nouvel appartement. C'est comme ça que le DJ s'installe ici. Non pas au Grand Rex qui est un cinéma, mais au Rex Club. C'est au sous-sol du cinéma et la capacité est plus adaptée avec 800 personnes. Le duo David-Kien lance leur soirée Unity, des soirées hebdomadaires de house. C'est d'ailleurs là-bas qu'il rencontre Laurent Garnier, autre DJ qui comme lui est un pionnier de l'électro en France, plus tourné techno. Durant cette période, David Guetta fait une nouvelle rencontre. Et cette personne deviendra un élément clé de la vie du DJ, malgré elle. Alors Cyril Gordigiani et David Guetta. Loin de Paris et de la house, le club La Scala est the place to be sur la Côte d'Azur. Tout ça grâce à un homme. Jean Rock. Jean Rock est DJ et gérant de cette boîte de nuit qui fait son bruit dans le sud de la France. Il engage une jeune femme de 20 ans pour gérer le vestiaire. Elle est très efficace et surtout elle possède une facilité sociale incroyable, donc elle évolue. Du vestiaire, elle passe serveuse. Puis de serveuse, elle passe à serveuse pour les VIP. Jean Rock développe son business et ouvre un nouveau club, pas à Toulon, mais dans une grande ville de la fête. Welcome to Saint-Tropez. Hey, that's good music. L'Hysteria ouvre ses portes en 1989. Et pour s'occuper de l'espace VIP, qui mieux que cette femme hyper talentueuse? À Saint-Trope, son talent relationnel agit comme un véritable pôle d'attraction pour les célébrités. Elle adore son travail et à la fin de son service, à 2h du matin, tous les soirs, elle se rend au bal, un autre club de la ville. À Paris, David et Cyril Gordigiani continuent de mixer au bain-douche, 2 fois par semaine. Et vient la saison estivale. Cyril propose à David de l'accompagner à Cavalère, où il mixe pendant l'été. Cavalère, c'est pas Paris. Là-bas, la house et la techno, c'est pas du tout ce que les clubbers recherchent. Ils sont plus branchés la lambada ou la danse des canards. Il y a même pas de vanne. Si à Cavalère, la house n'a pas encore dance. passé la douane, à 20 km de là, un club n'est pas comme les autres. Ils entendent que dans cette boîte, la house est reine. Ils ont rien à faire. Direction ce paradis. David entre dans ce club, nommé le bal. Il ne le sait pas encore, mais sa vie est sur le point de basculer. Greatest dance song in the world. What you're hearing right now in the background. That shit was crazy when that came out. Killed it. On s'est rencontrés à Saint-Tropez en 89 dans une boîte de nuit. Et là, Le coup de foudre. je crois que le seul lien que l'on avait tous les deux, c'était la musique. Paf, tac, regard sur la gauche. Et là, je vois mon David qui me regarde comme ça. Un ami de l'époque lui a dit, tu vois, cette fille, elle est pour toi. Et moi, une copine m'a dit, mais arrête de regarder là, ce petit blond là. Qu'est-ce que t'as avec ce petit blond? La 3e fois qu'il me parle, il me dit, tu sais qu'on va passer notre vie ensemble, on va avoir des enfants et on va s'aimer très fort. That's a good pickup line. À partir de cette rencontre, David Guetta ne marchera plus jamais seul. Cathy le suit à Paris et travaille en tant que serveuse dans des restaurants et des clubs avant de finir responsable de l'espace VIP au bain-douche. Au début des années 90, le duo David Klein s'installe au Folies Pigalle, un ancien cabaret qu'il transforme en club et qui existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est Oh, en wow. travaux pour info. Le genre d'anecdote pour lesquelles t'es abonné à la chaîne. Et si tu ne l'es pas, je sais pas ce que t'attends. Ils deviennent les directeurs artistiques du lieu et font partie des acteurs qui ont permis à ce quartier de se refaire une fraîcheur alors qu'il commençait à bien décliner. En 1992, après ses succès au Broad, au Rex Club et au Folies Pigalle, David et Kien prennent d'assaut les Champs-Élysées en devenant directeur artistique du Queen.
Dans ce club, David Guetta révolutionne la façon d'aller en club. J'ai commencé un nouveau concept qui était d'inviter des DJ de l'étranger, chose qui n'existait pas avant que je commence cette soirée le vendredi au Queen. Et j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Je me suis rendu compte que chaque fois qu'on invitait des DJ célèbres des États-Unis, là on vendait de plus en plus de tickets. Et là je me suis dit, là on est en train de passer dans un autre truc. C'est-à-dire qu'il y a des DJ qui vendent par rapport à leur nom. Après 3 ans de vie commune, David et Cathy décident de concrétiser cette union en se mariant. Ils font ça en petit comité, tranquillement. Pas du tout. Ce mariage est l'occasion de montrer de quoi le couple est capable. Ils n'ont pas d'argent mais possèdent de très bons contacts. David est un DJ encore underground mais qui commence à se faire son nom dans la capitale. Quant à Cathy, elle a dans la poche de nombreuses personnalités grâce à son travail. Ce mariage est encore plus symbolique que le fait de se marier. C'est leur premier événement. Ils invitent 800 personnes, privatisent les bains de Ligny, se font prêter une Rolls-Royce, des accessoires de fête foraine. Au platine, c'est Laurent Garnier. Les robes sont signées Thierry Mugler et Azzedine Alaya, 2 designers reconnus que Cathy connaît bien. Cet événement montre le pouvoir d'un bon carnet d'adresses. Sans argent, ils arrivent à en mettre plein la vue aux 800 invités. Et à partir de là, David en est sûr, ils doivent s'associer pour créer ensemble leur propre soirée. Au départ, Cathy est un peu réticente parce qu'elle a une très bonne place au bain. Elle connaît toutes les célébrités et David est DJ au Queen qui cartonne aussi. Il finit par la convaincre et 1992 marque le début d'une nouvelle ère pour les jeunes mariés. Et il leur faut un lieu. Et ce sera le Bataclan. Et tu nous diras, mais le Bataclan, c'est pas uniquement une salle de concert ? Pour la première fois, les Guetta se mettent à leur compte. Leurs débuts sont pittoresques. Car au Bataclan, avant d'ouvrir la boîte, il faut que le concert veuille bien se terminer. L'attente tourne parfois au cauchemar. Les gens, là, 2000 personnes ne sortaient pas. Et nous, 2000 on personnes était devant la porte qui attendaient pour la boîte de nuit. On montait tout. En fait, c'était la boîte de nuit en kit. Et là, en 1 heure, on devait reconstituer un club et accueillir 3000 personnes. Pour l'inauguration, ils voient les choses en grand. Et peut-être même en trop grand. Ils font ça pendant la Fashion Week et arrivent à faire venir Naomi Campbell. Pour les plus jeunes d'entre vous, en 1992, Naomi Campbell, c'est la mannequin phare du moment, une superstar. Ils sont prêts, ils ouvrent et ils sont victimes de leur succès, littéralement. Les premiers clients se font recaler car ils n'ont pas d'invitation, mais ils restent devant la salle. Ils s'accumulent devant et quand les vrais invités arrivent, ils ne peuvent pas rentrer. Sur 3000 personnes prévues, seulement 500 arrivent à rentrer dans la salle, qui paraît alors totalement vide. Cette soirée, elle est mon cauchemar. C'est le cauchemar de David. Ça a été horrible parce qu'elle a eu des conséquences très dures pour nous. C'est leur première soirée en tant qu'organisateur de A à Z. Avant, ils n'étaient qu'employés dans leurs clubs respectifs. Les conséquences de cette soirée d'inauguration sont catastrophiques. Ils perdent toute crédibilité et personne ne revient. Ils doivent donc se réinventer. Ils distribuent des tracts dans tout Paris pour attirer une nouvelle clientèle. Et c'est au bout de 6 mois qu'ils sortent enfin la tête de l'eau et que les soirées des Guetta au Bataclan deviennent l'endroit où faire la fête. Ils réussissent à avoir un public très éclectique. Si tu voulais simplement faire la fête, tu allais aux soirées des Guetta. Je suis contre les ghettos, donc j'aime bien qu'il y a un mélange de tout style, que ce soit des VIP, des gays, des héros, que tout le monde peut mélanger, des riches, des pauvres. Les soirées au Bataclan durent 1 an et demi. En 1994, ils prennent la direction artistique du Palace, où ils cartonnent évidemment. C'est un lieu mythique de la nuit qui est en liquidation judiciaire. Le couple le prend en main et redresse la barque pendant 2 ans. Pour l'anecdote, lors de leur aventure au Palace, le fumoir avait été réaménagé en club dans le club. David confie la programmation à Pedro Winter, un de ses amis qu'il a connu aux Folies Pigalle. Pedro s'occupe de faire venir des DJ moins mainstream pour ne pas prendre trop de risques à les faire jouer dans la grande salle. Cette petite pièce, je trouve qu'on devrait faire un truc un peu pointu. Et Pedro me dit, ok, super. On book tous les DJ de la French Touch, en fait, mais avant que ce soit connu, quoi. Des fois, le même soir, il y avait Daft Punk, Cassius, il y avait Dimitri from Paris. Des fois, tous le même soir, pour 200 personnes qui étaient là. Et t'avais les Daft Punk qui mixaient sur un coin de bar. C'est dingue. À son apogée, le club est victime d'une fermeture administrative au bout de 2 ans. Et tout ça pour une affaire de stup. Une décision brutale et jugée injuste pour le couple, qui était, on peut le dire à ce moment-là, les rois de la nuit. Quand on a eu la fermeture administrative du Palace, ça a été un des moments les plus tristes de ma vie et sur le moment le plus triste de ma carrière. En 1997, ils reçoivent un appel de Hubert Boukobza, gérant du club Les Bains Douches.
Il leur propose de revenir au bain et de devenir copropriétaire du club en prenant des parts. Il leur dit qu'il a besoin d'eux parce qu'ils ont pris tous ses clients à leur soirée au Palace. Encore une fois, les soirées des Guetta sont un immense succès. Dans ce bâtiment impressionnant, aujourd'hui transformé en hôtel de luxe, Les Bains devient la boîte la plus branchée de la capitale. C'est très select, le couple domine tout. Cathy est la reine des soirées parisiennes et David devient un DJ incontournable. Je vais vous présenter la reine de la nuit, qui est Cathy Guetta. En tant que photographe, c'est vraiment un honneur de la voir là ce soir et je la photographie comme la Vénus de l'an 2000, la nouvelle génération. On s'est rencontrés il y a 10 ans avec Cathy. Il y a 8 ans, je crois. Cathy était au bar ici. Et moi, j'étais DJ. Donc maintenant, c'est notre club. Donc c'est super. On est assez contents. On a oublié de vous parler d'un petit truc. Oui. Vraiment léger. I took a pill in Ibiza. On a un ami, Jean-François, qui loue une maison et finalement, il peut pas y aller. La maison est libre et il nous dit, si vous voulez, prenez la maison, vous allez adorer Ibiza, c'est complètement votre truc. Et là, on prend une claque énorme et on se dit, waouh. Alors qu'ils sont encore au Bataclan, Pepe Rossello, le patron du Space, un club mythique d'Ibiza, propose à David de mixer sur l'île Blanche en 1996. Ils ont les yeux qui brillent, mais ils déchantent quand ils apprennent que leur mix c'est de 7h à midi. À l'époque, il n'y a presque pas de Français à Ibiza. Who the hell goes and listens to music between 7 a.m. and noon? Wow, what a bunch of idiots. Who would even suggest such a thing? Dance club is for night. Wow. Donc ils tractent comme ils peuvent pour faire la promo. Mais le jour de l'événement, il pleut des cordes et la soirée, entre guillemets, est plus une déception qu'autre chose avec à peine 200 personnes. Malgré ce pétard mouillé, les portes d'Ibiza sont ouvertes et ils comptent bien en profiter. Le proprio du Space voit leur potentiel. S'ils réussissent à Paris, alors ils peuvent réussir à Ibiza. L'année d'après, en 1997, ils leur proposent de faire une soirée au Privilège, un club avec une capacité de 15 000 personnes. Pour remplir ce lieu, il leur faut un gros nom. David n'est pas encore celui qui sera quelques années plus tard. C'est comme ça qu'ils programment les Daft Punk. Ils viennent de sortir Around the World, mais ne sont pas très connus. Nous, on se baladait sur la plage avec les Ghetto Blasters, là, les postes, et on disait Around the World. Donc les gens, ils connaissaient le morceau, mais ils n'avaient pas vraiment associé. Donc on était là, Daft Punk, sur la plage. Ils font de la promo à gogo pendant 15 jours. Ils s'y mettent à fond avec leurs amis. 24 heures sur 24, ils se relayent sur les plages, sur les parkings et devant les boîtes. Le club pouvait accueillir 15 000 personnes, mais il avait été coupé en deux pour accueillir 5 000 parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient remplir. Mais au final, le couple déjoue les pronostics et accueille plus de 10 000 clubbers ce soir-là. À partir de là, le couple Guetta n'est plus reconnu qu'à Paris, mais aussi à Ibiza. L'année d'après, en 1998, ils ne font pas le Privilège parce qu'ils ont eu trop peur, c'était trop de pression. Ils investissent l'Amnésia et produisent le show de leur ami Laurent Garnier. Encore une fois, c'est carton plein. Ils se font repérer par le directeur artistique du Pacha, un autre club de Lille, qui leur propose plusieurs dates. Ils acceptent l'opportunité et fondent au début des années 2000 leur concept de soirée qui deviendra mythique et qui perpétuera jusqu'à aujourd'hui, Fuck Me, I'm Famous. Une fois par an, les Guetta créent l'événement avec leur fameuse soirée française à Ibiza. Comme à leur début, ils organisent une nuit à leur couleur. Cathy s'occupe de toute l'organisation, de faire venir des people et des touristes. David se déchaîne aux platines face à plus de 8000 personnes. Le couple Guetta règne sur la vie nocturne parisienne, avec les bains, où les célébrités passent les unes après les autres. Ils sont aussi immanquables à Ibiza. Cependant, toute cette partie de promoteur commence à peser sur David. Noyé dans tous ses business, il oublie peu à peu pourquoi il a vraiment commencé la musique. Il rend alors visite à un de ses amis DJ, Joachim Garraud. C'est trop VIP pour moi. Je suis plus là pour la bonne raison. J'avais commencé à faire ça pour la musique et puis tout d'un coup, je m'occupais des toilettes qui étaient bouchées. Je retourne voir Joachim qui lui, entre-temps, a arrêté des DJ et fait de l'habillage radio, des pubs télé, etc. Et je lui dis, écoute, viens, on refait de la musique ensemble. Là. Et lui, il me dit, ah ouais, moi, j'en peux plus de faire des pubs. On s'est retrouvés, on a décidé de refaire de la musique ensemble, juste comme un hobby, quoi. Tous les lundis, on s'était dit, voilà. Tous les lundis, on se fait de la musique, voilà. Et c'est seulement en 2 lundis qu'ils arrivent à pondre un morceau. Just a little more love, just a little more peace, to live the dream, walk hand in hand. Just a little more love, just a little more peace. Le chanteur présent sur le morceau est Chris Willis, un Américain dans le gospel. C'est le début d'une longue collaboration entre le DJ
et le chanteur. Quand David a le morceau final, il se rend dans les bureaux de la maison de disques Virgin pour demander un rendez-vous afin de leur faire écouter. Il refuse. Un DJ qui compose, et puis quoi encore? Il n'y a que les Daft Punk qui ont réussi à faire ça. Une semaine plus tard, David croise Thomas Bangalter, l'un des deux Daft Punk, et lui fait écouter ce morceau. À la fin de l'écoute, Thomas prend le téléphone, appelle le patron de Virgin et lui dit qu'il faut signer David tout de suite. Résultat, le jour même, David Guetta signe chez Virgin. Le single sort en juillet 2001 et devient un succès commercial dans la scène house. Ça montre que David tient quelque chose et qu'il peut allier passion et succès. Et il ne faut pas attendre longtemps pour que les deux brisent cette barrière du mainstream, littéralement 6 mois. You got me dancing and crying. Love, don't let me go. You got me dancing. Love Don't Let Me Go devient un hit en France. Il est joué à la radio sur Énergie et atteint le numéro 4 du top 50. C'est les premiers pas du DJ sur le devant de la scène musicale avec 380 000 exemplaires vendus. L'année 2002 est un tournant dans sa carrière. Il revend toutes les discothèques dont il est actionnaire pour se lancer à plein temps dans la production. Il sort son premier album, Just a Little More Love, porté par le morceau éponyme et Love Don't Let Me Go. Il en vend 300 000 exemplaires. David commence à se faire un nom, seul en tant que producteur. En 2003, David Guetta frôle la mort à cause d'une maladie au cœur causée par un virus. Cet événement marquant va encore plus le pousser à faire ce qu'il aime vraiment, et donc laisser de côté tous les autres business. 2004, c'est la sortie du deuxième album du DJ avec Guetta Blaster. The world is mine. Le hit The World Is Mine se place à la 16e place du top 50 français. Il lui permet de se faire encore plus une place dans le paysage musical. En 2006, il sort un mash-up qui mélange Walking Away de The Egg avec l'acapella de Love Don't Let Me Go. Résultat, le titre repart de plus belle et cartonne encore plus que l'original. Tout l'été, ça tourne en boucle au Royaume-Uni et ça propulse David sur la scène internationale comme une figure incontournable de l'électro. Grâce à ce buzz, il enchaîne les dates un peu partout dans le monde. La même année, Madonna le choisit pour chauffer la salle lors de son Confession Tour le 27 août 2006 à Bercy. David gravit les échelons petit à petit, mais en juin 2007, ce qu'il va faire... I thought he told Madonna I'm a scorpion or something like that. She went, oh, you're a scorpion? Never mind, we can't work together. That's what he said with McFly. Carlito, that's what he said. Was he lying? I don't know, he was telling the truth, he said. C'est un pas de géant. Il sort She worked with him. le single le plus important de sa vie. Bon. What are we supposed to do now that the love is gone? Love Is Gone, c'est bien plus fort que tout ce qu'il a sorti jusque-là. En plus de Joachim Garraud, c'est Fred Rister qui compose la base du morceau. Avec ce titre, il va intégrer l'équipe de David Guetta en devenant son bras droit. Il sera à l'origine d'une grande partie de ses futurs hits. Le morceau met tout le monde d'accord. Que ce soit en club ou à la radio, c'est en boucle. Et encore aujourd'hui, c'est dans nos écouteurs, quel classique. Ça marche tellement fort qu'il lui ouvre des portes bien au-delà de l'Europe, surtout aux États-Unis. David raconte que le titre s'est retrouvé joué dans des clubs hip-hop et sur les radios de New York à Miami. C'est une folie pour lui. Wow. Pour que tu comprennes le succès de Love Is Gone en France, dis-toi qu'en 2008, le morceau devient carrément le titre le plus rentable selon la SACEM. Le succès de ce single introduit parfaitement son nouvel album, Pop Life. « 500 000 ventes. Ça continue de monter pour David, qui s'inscrit sur la scène internationale avec ce projet. Les soirées Fuck Me I'm Famous que le couple organise à Ibiza He's becoming a monster. continuent tous les étés depuis des années. Ces soirées sont devenues incontournables et attirent les clubbers du monde entier. Ils ont su imposer leur style, le style Guetta. C'est bien plus qu'un nom de famille, on est là sur une véritable marque de fabrique. Le 5 juillet 2008, le couple Guetta organise la soirée United by Cathy Guetta au Stade de France, avec David en tête d'affiche. Le Stade de France se transforme alors en énorme club et accueille des dizaines de milliers de personnes. La soirée aura 2 autres éditions au Stade de France les 2 années suivantes. Seulement, si David entre dans les charts françaises, il est loin d'être dans le top de l'industrie musicale. Très loin même. Mais tout ça, ce n'est qu'une question de temps. Plus précisément, 2 ans. Faut avoir la patience. Faut avoir la patience. Été 2007.
That was a huge song over here. will.i.am prépare le nouvel album des Black Eyed Peas. Yeah. Il se rend à Ibiza Huge. en vacances et passe par le Pacha pour la Fuck Me I'm Famous. Dans son espace VIP entouré de plein de stars, il est posé tranquille dans son canapé quand tout à coup, il entend un morceau et se lève immédiatement. Il demande à la première personne qu'il croise qui est le mec au platine et quel est ce morceau. Évidemment, c'est David et le morceau, c'est Love Is Gone. De retour à Los Angeles, il se procure le numéro du français, l'appelle et lui dit qu'il veut un remix de ce morceau. Et c'est comme ça qu'ensemble, ils écrivent l'histoire. Wow. Wow. Wow, wow. I Got a Feeling est légendaire. Que ce soit dans les chiffres ou dans son impact culturel encore aujourd'hui, il y a clairement eu un avant et un après ce morceau. Numéro 1 pendant 14 semaines. Record de téléchargement sur iTunes. 15 millions d'exemplaires vendus. C'est l'hymne de toute une génération. C'est le morceau qui sort l'EDM des clubs pour le placer sur le toit du monde. David Guetta est enfin une superstar mondiale. Voilà pourquoi on t'a dit que Love Is Gone est le morceau le plus important de sa carrière. Pendant ce temps-là, David Guetta sort les singles de son prochain album. J'ai rencontré Kelly Rowland, elle est venue m'écouter un jour quand je jouais dans un club et elle est tombée amoureuse d'un titre que je jouais et il se trouve que c'était un titre à moi, un instrumental à moi et donc elle m'a proposé de chanter dessus. Elle a fait When Love Takes Over que j'étais par terre quand j'ai entendu ça. Je fais When Love Takes Over et je sens tout de suite que ça va être un gros tube. D'avoir ce premier morceau qui était aussi fort, ça m'a permis vraiment de me laisser aller complètement au niveau créativité et de faire de la musique vraiment en m'amusant. Je sors de scène et il y a Akon et il me dit non mais c'est dingue, c'est toi qui as fait When Love Takes Over, j'adorais Love Is Gone, on devrait travailler un jour ensemble. Et ben on est allé au studio et dans cette nuit on a écrit Sexy Beach. Oh wow, yeah, this is big too. Very big. Le morceau est en tête des ventes. Il est renommé Sexy Chick aux States et a influencé toute son époque. Le 24 août 2009, Wow. David Guetta sort son 4e album, One Love. Incroyable ce gars. Memories avec Kid Cudi, encore un hymne de toute une génération. Joachim Garraud n'est plus de la partie sur cet album, c'est Fred Rister qui est présent sur 8 morceaux aux côtés de David. Parmi ces 8 morceaux, on retrouve les plus gros hits du projet, avec Memories, Sexy Beach, When Love Takes Over ou Getting Over You. C'est d'ailleurs une des critiques dans la carrière de David Guetta, que ce n'était pas lui derrière tous ces hits, mais qu'il était toujours accompagné. Bon, en vrai, pour faire une aussi grosse carrière, c'est normal d'être bien accompagné. Tout ça, en réalité, c'est logique que c'est le résultat d'un travail d'équipe. One Love, c'est l'accomplissement. Il est certifié disque de diamant et c'est l'album le plus vendu de sa carrière. Il se place numéro 1 dans 17 pays. C'est l'album qu'il place dans le très haut du panier. Tout le monde connaît David Guetta. Il vient de créer un nouveau style musical. Il y a un espèce de rapprochement entre la communauté hip-hop américaine et certains artistes de musique électronique. Ça m'a un peu donné l'inspiration pour essayer de trouver cette nouvelle direction qu'on a appelée avec will.i.am Electro Hop. Tous les featuring, eux, c'était une manière d'expérimenter une nouvelle musique et sans prendre le risque de le faire pour leur propre album. J'ai pris un gros virage avec One Love. Je reçois des messages qui disent que j'ai vendu notre musique au noir. Bon, déjà, les abrutis qui savent même pas que la house music, à la base, c'est de la musique noire. Je me suis fait défoncer. Ça fait 10 ans de... Of course. Puis que tous les DJ qui ont eu un tout petit peu de succès ont fait exactement la même chose que moi et c'est aujourd'hui devenu complètement normal. La réédition de l'album en 2010 propulse de nouveaux hits dans son catalogue. Wow, Rihanna was a baby. En 2010, David Guetta est le premier artiste français à faire la couverture du magazine américain Billboard. Il remporte aussi son premier Grammy avec When Love Takes Over et envoie de nouveaux hits en featuring. Ooh, all these are well known, man. Snoop Dogg. David Guetta est Wow, inarrêtable. huge. Il sort son 5e monster. album le 29 août 2011, Nothing But The Beat. Wow.
I listened to all of this. I can't win, I can't reign. Never was a big Usher fan, but he's good too. He's good too. Yeah, that was a good song. That was a good song. Pour moi, l'album ultime de ma carrière, c'est Nothing But The Beat. C'est assez dingue, quoi. Je crois qu'il y a 12 singles sur l'album. On a exploité cet album pendant 2 ans, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des tubes, quoi. C'est hit sur hit sur hit, le tout accompagné des plus gros noms de l'époque. Plus de 3 millions d'exemplaires vendus. On est à peine en 2011 qu'il pose déjà les morceaux qui seront les plus populaires de la décennie. Titanium est pour lui le meilleur morceau de sa carrière, du point de vue musical et surtout parce que c'est le son qui a fait percer Sia, qui devient instantanément une superstar. En 2011, David Guetta est élu par le magazine DJ Mag le meilleur DJ du monde. C'est la consécration. Cet album le hisse parmi les plus grands artistes du monde. Un DJ, il a accompli son rêve. Mais surtout, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a une vraie révolution musicale en ce moment. La preuve, c'est que je suis là. D'ailleurs, je vous remercie. Je suis vraiment ému d'être là. Un DJ au journal de 20h. C'est incroyable. La réédition de l'album 1 an plus tard lui permet d'ailleurs de réinsérer encore des nouveaux hits. D'ailleurs, est-ce que tu savais que David Guetta avait produit ce morceau? No, I did not. And it was an excellent, excellent song. Wow. Ariana, what happened to this poor girl? Man, she used to be amazing. Now, I don't know what happened to her. She's all into Disney. She looks like a skeleton. There's something going on with her. Something's wrong, I think. But anyway, back in these days, she was amazing. C'est l'un des plus gros hits d'Ariana Grande, mais il a refusé d'apparaître en featuring. Elle sortait de Nickelodeon et pour l'image, il trouvait ça pas très cool. 2 milliards de streams. En 2014, un coup de tonnerre s'abat dans la vie personnelle du DJ. Après 22 ans de mariage, David et Cathy Guetta divorcent. La nouvelle serait... I had a feeling they would not stay together. I don't know why. I just had this feeling. Partout dans les médias. Le couple star qui s'est élevé au rang des plus grands de la nightlife mondiale n'est plus. Ouais. David doit avancer puisqu'en novembre, c'est la sortie de son 6e album. Le 21 novembre 2014, il sort Listen. Encore un énorme succès. Des hits aux sonorités plus mélodieuses, mélancoliques, s'éloignant un peu de la house pour s'ancrer dans les classements. Entre les festivals, ses résidences à Ibiza, à Las Vegas, il performe 140 fois en un an. Un rythme effréné. I think you know what happens? You get so big, right? T'es tellement énorme. Et you're being pulled in every direction. Everybody wants you. You're always on the phone. You always have to stay busy. There's always something to do. And you forget that there's also a marriage that needs work too. You know what I mean? You have to go out with your wife and have a dinner and go on a vacation and, you know, have some good sex and just, and grow that bond, you know, the friendship, the love, all of that. And you can't do that when you are as busy as this man is. You can't. And little by little, it starts fading. It's very, very hard, in my opinion, to be massively popular and hold a marriage together. Because unless you have a way to, unless you could call somebody and say, no, I ain't doing shit for a month. I'm just going to spend time with my wife. No, I don't want to do nothing. Hey, but you can't even do that. Then they're like, oh yeah? All right, well, we're not going to sign you next year then if that's how you're going to be. So there's always, allez, c'est très, très difficile to stay married. Pour tenir le coup toutes ces années, il tient une hygiène de vie irréprochable. Pas d'alcool, pas de drogue, du sport et une bonne alimentation. Bon, c'est pas forcément ce à quoi on pense quand on imagine la vie d'un DJ, mais c'est sûr que c'est aussi ça la clé du succès et surtout de la longévité. Attends. Oh, merde. Oh, they got it. Okay. Never mind. En 2016, comment ne pas se souvenir de l'hymne de l'Euro avec Zara Larsson? La performance avant de se faire voler la coupe, c'était quelque chose.
That's crazy. Le DJ suédois de 28 ans, Avicii, mort hier au Sultanat d'Oman. Madonna, DJ Snake ou encore David Guetta ont exprimé leur tristesse. Avicii, c'était comme un petit frère pour lui. Il l'a suivi dans son ascension. Il avait entendu Wake Me Up et Hey Brother avant sa sortie et avait vu en lui une future superstar. Ça n'a pas raté. Pas préparé à cette vie sans pause, pleine de pression, l'introverti Tim a été victime de sa célébrité. Probably drugs probably drugs. Le décès marque profondément David, ça lui fait changer sa manière de voir la vie. Il ralentit la cadence, son train de vie à 200 à l'heure où il enchaîne ville sur ville, où il dort toujours à l'hôtel sans jamais de vraie pause, et ça c'est fini. Il prend du temps pour lui et sa famille. Durant la saison estivale, l'artiste performe toujours à Ibiza, mais ça change en 2018. Après des années et des années au Pacha, il déplace ses soirées Fuck Me I'm Famous à Ushuaia. Il fait ses sets en extérieur le lundi jusqu'à minuit. Il mixe aussi au High à Ibiza, anciennement le Space, là où il a fait sa première soirée à Ibiza. Le 14 septembre 2018, c'est la date de sortie de son 7e et dernier album en date, Seven. He is good. You have to admit, he's amazing. I know you guys are shocked. You guys are like, what? How could D not know who the hell he was in Carlito and McFly? And how did D not know who the hell David Guetta is? I swear to God, je savais pas. I can't believe, because I enjoyed the music. I never cared who made it. You know, if I'm just being honest with you. I love the music. I listened to all his music when I was younger. And loved it all in the clubs and everything. It was fantastic. I just never cared who the hell was making it, you know? I was just there to have a good time and listen to music, you know? La house et les sons club lui manquaient. Le problème, c'est qu'il avait atteint un tel niveau de notoriété et d'attente qu'il ne pouvait pas se permettre de sortir un album rempli de sonorités house. Il faut des hits. Il a la solution, 2 disques en un. Sur le premier, c'est David Guetta, le hitmaker. Et sur le disque 2, c'est Jack Back. On retrouve des sons house, club. David voit cet album comme un tournant dans sa carrière. Il lui apprend quelque chose de fort. Mon dernier album, je me suis rendu compte qu'en fait, à cause de la manière dont les gens consomment la musique aujourd'hui, à partir du moment où l'album sort, chacun fait ses propres playlists. Et donc, en fait, 4 mois plus tard, ton album, il est vieux. En fait, ça revient un peu à cramer des singles pour rien. Donc, du coup, je fais plus d'albums. C'est pour ça que depuis 2018, David Guetta n'a pas sorti d'album solo et qu'il envoie des singles les uns après les autres. Oui. I think a lot of people do that. En 2019, David Guetta perd un nouvel ami. Un cancer emporte Fred Rister, celui avec qui il a créé ses premiers gros hits internationaux, celui sans qui il ne serait peut-être pas devenu le DJ le plus connu au monde. David perd son bras droit, celui qui l'a accompagné dans sa quête du monde. Ouais. Sucks. Answer. L'année 2019 est marquée par un changement de style musical pour le DJ français. Il s'associe au DJ danois Morten pour créer un nouveau genre d'électro qu'il nomme Future Rave. C'est un mélange de house, techno, tech trance et big room. Un bon cocktail qui te transporte en club et en festival. Pour David, cette collab avec Morten, c'est un retour à ce pourquoi il avait commencé à mixer. Diffuser de nouvelles sonorités. Ce renouveau artistique lui permet de redevenir le patron des platines et de prouver aux puristes qu'à plus de 50 ans, il pouvait encore dicter les règles du jeu et retourner le dance floor avec un son que personne n'avait vu venir. Grâce à ce son, il réussit l'exploit de reprendre la première place dans le classement des meilleurs DJ du monde du DJ Mag en 2020. Une place qu'il garde en 2021, 2023 et même en 2025. Quand le Covid met sur pause le monde du spectacle, David Guetta lance des événements caritatifs en live nommés United at Home. Il réunit des millions de spectateurs lors de ses performances à Miami, New York, au Louvre et à Dubaï. Ses lives récoltent des fonds pour des associations comme l'UNICEF, l'OMS et les Restos du Cœur. Si l'aventure avec Morten lui permet de retourner des clubs et des festivals, sa nature de hitmaker revient vite au galop. Mais cette fois-ci sous une nouvelle forme. À partir de 2021, David Guetta commence à publier des remixes de tubes déjà existants. Bon, c'est pas qualifié de remix, mais c'est plus facile à dire comme ça. Il utilise des samples ultra connus pour les revisiter. Un sample, c'est une partie d'un morceau que tu prends pour l'incorporer à ta propre création. Et ça explose en 2022 avec I'm Good, remix de I'm Blue du groupe FL65 avec Bébé Rexha. Ooh, I've heard, I have like
I have like 6 different versions of this song in my car. Like everybody mixed the shit out of this song. And I'm not going to lie, they're all great. I got this one. I bet you what? I have his music. I didn't even know it. Ce remix devient le morceau le plus streamé de la carrière de David Guetta. C'est une folie d'avoir réussi à battre ces anciens hits qui sont, on le rappelle, des hymnes de la nuit. Il a sa recette magique. C'est un carton à chaque fois. Il enchaîne. Now this one too. Now here you go again, you say. What is love? When we were young, it seemed life was so wonderful. Huge hit. Oh my goodness. I listen to all of his shit. And I never knew it. Wow. I never knew it. Ces années-là, c'est la mode du sample, que ce soit dans l'électro ou dans le rap, mais c'est vite retombé avec une lassitude du public qui s'est installée. Plus récemment, au niveau pop, il a ressorti des morceaux très forts, comme à l'ancienne. Il a vendu son catalogue musical à Warner en 2021 pour 100 millions de dollars et est désormais sous contrat où il sort tout ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il envoie de nouveaux morceaux très fréquemment, une stratégie qui fonctionne plutôt bien pour lui et qui lui offre une liberté rêvée. En 2024, les Français n'ont pas trop compris pourquoi il n'avait pas été appelé pour les JO, sachant que c'est l'artiste français qui vend le plus au monde depuis plus d'une décennie. T'as été contacté pour les Jeux Olympiques? Je suis assez surpris. J'ai regardé les stats quand même. Hein. Dans toute l'histoire, il n'y a aucun artiste français qui a eu autant de succès que moi. Ouais. Et non, personne ne m'a appelé. À l'heure où on tourne cette vidéo, David Guetta est le 14e artiste le plus streamé sur Spotify. Il a aussi 2 dates au Stade de France en juin prochain. Après avoir placé le DJ au centre de la fête, après avoir importé de nouveaux styles musicaux en France, puis dans le monde, après avoir assis sa domination sur les charts pendant plus de 10 ans, on peut se demander, mais quand est-ce qu'il compte prendre sa retraite? En fait, je m'étais dit que j'allais arrêter à 50 ans. Après, je me suis dit que j'allais arrêter à 55 ans. Mais 55 ans, c'est dans un an. C'est impossible que j'arrête. Je suis numéro 1 mondial. Ça n'a aucun sens. Et je m'éclate. Donc, je me dis, ok, je vais arrêter à 60 ans. Mais je me demande si quand je vais arriver à 60 ans, Tu vas arrêter quand tu veux arrêter. Tu vas arrêter. Tu sais quand il va arrêter? Il va s'arrêter quand il n'aime plus le faire. Voilà. When you lose the spark, the fire, the love. If he doesn't lose that, he's going to do this shit till he's 80. It doesn't matter. If you keep producing, you know, sometimes the brain gets a little slower when you get older. So, you know, he might, you know, maybe he gets arthritis. You never know what the hell might happen. But his love for the music, ça va jamais changer. Alors, it's only physically when I believe he will stop, because I don't think he's going to have that attitude where he loses the spark or he just doesn't like doing it anymore. I think it's going to be physically he can't do it no more. That's when he's going to stop. You heard it from me first. Je vais vraiment m'arrêter ou pas. En fait, je pense que ce qui m'ennuierait, c'est si c'est juste « Ah, David Guetta, je vais à son concert parce que ça me rappelle des bons souvenirs. » Peut-être qu'à ce moment-là, j'arrêterai. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner si elle t'a plu. Et surtout... Very good, my friend. I don't know who you are, but I will mention you. And very good video, very good story, very good explanation. And I know David way more than I did a month ago. I'll tell you that right now. N'oubliez pas. Restez scriptés les refs. I hear you, bro. Very good video. Woo, boy, I learned a lot today. Holy shit, I've been listening to his music. I've been listening to his music for decades, and I didn't even know it. Bon, and that's the proof that I don't care who plays it. I just listen and enjoy it, you know? There's probably some artists out there. You could mention artists to me, and I say, qui? No, je connais pas ce no. And then if I saw the album or I saw the face and then I saw the music, I said, oh, of course I know her. Of course I know him. But anyway, good stuff. Excellent music. My kind of music, man. That's just 90% of what I play in the car. And a lot of people think it's just heavy metal. I do like my heavy metal. But no, 90% is just club, dance, house, you know.
This is what I grew up on. When you grow up on something, it becomes a part of you. And you just don't forget it. You know? You enjoy things. I realize that now. Your age doesn't matter. Age does not define if you're old or not. It's how you present yourself or how you want to act. Do you want to act like you're 60 years old? Do you want to act like you're 50? Or do you want to act like you're 20? Who gives a shit? Act like you're 20. That's it. Have the mentality. I don't, age is just a number, man. How do you feel? That's what matters. And that's what's going to make him stop or continue. But there you have it, people. David Guetta. Excellent. Take care. Peace out. À la prochaine. Et maintenant, je comprends tout. Je préfère au béton les fleurs et les bourgeons.